Cécile Untermeyer, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui à la Fondation Jaurès pour parler de votre livre, donc Le Parlement du futur, coécrit avec Jean-François Carléo, donc qui est sorti en octobre 2016 aux éditions Fauve et Michalon. Vous êtes député de Saône-et-Loire, vice-présidente de la commission des lois, et vous êtes également magistrate de formation. On le ressent assez, vu la précision que vous mettez dans ce livre. Ça fait longtemps qu'à la Fondation Jean Jaurès, on publie un certain nombre de vos travaux, parce que vous êtes une élue, une députée active pour revivifier la démocratie au sein de votre territoire. Ce livre, en fait, c'est un peu l'aboutissement de vos réflexions après quasiment 5 ans de mandat, bientôt 5 ans de mandat à l'Assemblée nationale. Oui, en effet, il m'a paru nécessaire de m'appliquer à cette réflexion et de faire partager un certain nombre d'idées que je souhaiterais porter pour la législature suivante. Euh, Pourquoi ce Parlement du futur? C'est vrai, comme nous le disions précédemment, c'est une discussion qui est récurrente. Tout le monde parle du Parlement, de sa nécessaire revalorisation. Il me semble qu'il y a un événement majeur qui va se produire en 2017, hein, à l'occasion du renouvellement des députés et des sénateurs. C'est la loi sur le non-cumul des mandats et cet ouvrage part de cette hypothèse. Nous sommes dans le non-cumul des mandats que moi-même je m'applique donc depuis 2014 et qui a des effets qui n'ont pas été pris en considération jusqu'à présent. Il me semble qu'il faut prévoir la circonstance que nous aurons des députés qui seront dans le non-cumul des mandats et il faut tirer profit de cette réforme qui est une réforme qui a quand même pour objectif de faire en sorte que la proximité du député soit effective, son impartialité aussi, puisqu'il ne sera plus le représentant d'une collectivité dans son exécutif. Impartialité, proximité, transparence, et puis du temps pour travailler et à l'Assemblée nationale et dans sa circonscription. Donc le titre, donc le Parlement du futur, en fait, ce n'est pas que, et on le précise tout de suite, ce n'est pas que, il ne traite pas que des réformes institutionnelles dont on parlera tout à l'heure. Mais le Parlement du futur, c'est aussi du coup l'élu et le député de demain qui ne cumule plus sa fonction de député de la nation avec un mandat exécutif local. Qu'est-ce que vous proposez dans ce livre et notamment en réponse à ceux qui disent en gros le député de demain sera déconnecté de fait de son territoire car il n'a plus de fonction exécutive locale à exercer? Je réponds déjà que si un député considère que c'est parce qu'il est maire d'une collectivité dans sa circonscription, il est tout à fait légitime à travailler sur des textes au niveau de l'Assemblée nationale. Moi, je réponds que c'est, à mon sens, le contraire. On est là pour représenter une circonscription, c'est-à-dire des citoyens, et il faut renouer ce lien avec les citoyens au travers bien d'un travail qui concerne l'ensemble de la circonscription et non à travers le prisme d'un mandat local. Moi, j'ai été conseillère générale, vice-présidente à la culture. J'ai, à la fin de mon mandat, décidé de ne pas me représenter pour m'appliquer la réforme du non-cumul. Et je ne considère pas, parce que je ne suis pas au conseil départemental, que je suis coupée des citoyens. Mais il m'a fallu inventer, bien sûr, inventer des façons de travailler qui soient différentes. Et c'est ça la rénovation politique. Quand vous dites inventer des façons de travailler différentes, vous avez notamment été au début de ce qu'on a appelé la démocratie participative depuis 2012, une élue assez active sur le terrain. Vous avez lancé deux choses peut-être dont vous pouvez parler, et dont vous parlez dans le livre pour peut-être les généraliser, voire les encadrer juridiquement. C'est les ateliers législatifs citoyens et également les jurys citoyens. Oui, alors je pense que ce sont les ateliers législatifs citoyens, c'est vraiment, je pense, ma marque de fabrique. Hein. Je suis identifiée comme cela. Au travers de la mission sur l'avenir des institutions, donc, qui avait été lancée par Claude Barthelone, nous avons évoqué longuement, largement ces ateliers législatifs citoyens qui figurent parmi les propositions dont nous devons tenir compte pour rénover le Parlement de 2017. Alors ces ateliers, moi, ils sont partis du constat très simple, c'est qu'en 2012,
lorsque j'ai fait ma première campagne en tant que députée, enfin en tant que candidate aux législatives, je me suis aperçue de l'ignorance dans laquelle étaient les citoyens auxquels je m'adressais du rôle du député. En fait, ils avaient dans leur idée ou leur imaginaire le député maire, le député président du Conseil général, et le député qui n'est ni l'un ni l'autre, c'était le vide total. Donc je crois que il était important de faire de la pédagogie au travers des ateliers, inviter les citoyens déjà à connaître le travail de l'Assemblée nationale, la qualité et l'importance du travail de la loi, et puis d'autre part, faire en sorte que le citoyen, quand il vient vous voir, ça n'est pas pour vous entendre sur ce que vous avez fait de bien plus haut, mais au contraire de les associer à votre travail de réflexion sur la loi. Ce qui est important dans l'atelier législatif citoyen, c'est que c'est en amont du projet de loi que j'associe les citoyens pour que le contrat soit gagnant-gagnant. Ils viennent avec des idées à faire passer. Et moi, je suis la courroie de transmission. Et vous donnez l'exemple d'une proposition d'amendement faite par l'un de vos concitoyens lors d'une de ces sessions-là, ensuite, dans la foulée, vous l'avez défendu à l'Assemblée et il a été adopté. Il a été adopté parce que c'était l'amendement du bon sens, tiré de la réalité du terrain. Et moi, j'ai fait le constat que cette proposition n'avait été envisagée à aucun moment, tant par la haute administration qui entoure le ministre, que par les députés dans le cadre des auditions qui sont organisées. Donc, il est important de prendre en compte les demandes des citoyens et puis faire remonter ces observations, que ça ne parte pas comme cela. Parce que quand je fais un atelier citoyen sur un texte dont je suis rapporteur, vous avez dans le rapport, le rapport sur le texte 2 ou 3 pages consacrées à la tenue de cet atelier législatif citoyen, avec les amendements proposés, le nombre de participants, les questions qui ont été évoquées. Vous donnez dans ce livre, vous parlez de 3 fausses bonnes idées pour revaloriser le Parlement qui sont souvent évoquées, ou en tout cas la démocratie dans notre pays. Ces 3 fausses bonnes idées, il y a la limitation du cumul dans le temps, il y a le vote obligatoire, deuxièmement, et il y a la suppression d'un certain nombre de députés. Pourquoi 3 fausses bonnes idées ? Il y en a certainement beaucoup plus, mais il y en avait 3 sur lesquels il me paraissait important d'apporter mon appréciation. La première, sur le non-cumul dans le temps, j'étais partie pour, j'ai même défendu un amendement allant dans le sens du non-cumul dans le temps. Et à la réflexion, je considère que le monde politique est de plus en plus compliqué. Les affaires qui nous sont demandées exigent de l'expertise et il serait dommage, à un moment où la complexité quand même des affaires est une évidence, que nous nous privions de députés qui sont particulièrement habiles dans ce domaine et qui peuvent apporter leur contribution. Et puis, c'est aussi, si le député est dans un turnover permanent, on sait très bien que ça sera la haute administration qui aura la main sur les textes. Or, pour moi, l'important, c'est que ce soit le représentant du peuple qui fasse son travail de représenter bien le peuple dans les textes qui sont votés. Pour synthétiser et pour conclure, dans ce livre, et ceux qui voudront l'acheter, et c'est un livre utile et intéressant pour les échéances et les débats qui vont arriver, c'est un petit peu comment encadrer et comment revaloriser l'élu qui demain n'aura plus d'autres mandats exécutifs que son mandat de parlementaire. Et du coup, c'est une réflexion très concrète qui va arriver là en 2017. Oui, tout à fait. Moi, j'espère que les candidats vont s'emparer quand même de ces questions qui sont fondamentales. Moi, je pars de l'idée que si on ne change pas nos méthodes de travail, on n'arrivera pas à réformer vraiment la France. Il faut vraiment trouver des méthodes qui soient autres, renouer ce lien avec les citoyens qui est absolument indispensable et donc pour lesquels on a une part de responsabilité. Merci beaucoup, Cécile Untermaier. Merci à vous, merci à la Fondation Jean Jaurès.